Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le biome de la savane. Donc, une description générale de ce biome. C'est un biome dans lequel on retrouve très peu d'arbres, mais énormément de végétation au sol, donc des herbes hautes. Il s'agit d'une zone de transition entre le désert et la forêt. Donc, c'est la zone entre le désert et la forêt. Il y a un climat chaud, presque aride, et il y a deux saisons, la saison sèche et la saison des pluies. La répartition de ces biomes, donc on le retrouve en Afrique orientale, en Amérique du Sud, en Inde et au nord de l'Australie. Comme on peut le voir, il se retrouve entre les deux tropiques, donc entre le 30 degrés nord et le 30 degrés sud, et c'est proche de la zone équatoriale. Les facteurs abiotiques, donc premièrement la température. Donc c'est un climat tropical sec. Les températures sont très élevées, comme le démontre la moyenne mensuelle, qui est au-dessus des 18 degrés Celsius. Pour ce qui est de la lumière, la durée du jour et la durée de la nuit sont sensiblement les mêmes parce que ce biome se trouve près de l'équateur. Pour ce qui est de l'eau, donc comme je l'ai dit, il y a deux saisons. La saison sèche, durant laquelle il y a peu de précipitations, mais elles ne sont jamais nulles. Donc la saison sèche dans les graphiques est représentée par les mois de mai à septembre, donc ici et ici. Et ensuite, il y a la saison des pluies où il y a beaucoup de précipitations, mais quand je dis beaucoup, c'est énorme. Et ça, c'est représenté par la section ici qui, comme on le voit, ça atteint les 230 mm de pluie par mois. Pour ce qui est des vents, donc on a des vents secs et chauds provenant du sud-est pendant la saison sèche et des vents chauds et humides provenant du nord-ouest ayant pour origine l'équateur pendant la saison des pluies qui amène les pluies. Pour ce qui est des sols, donc c'est des sols pauvres qui sont lessivés par la pluie, donc c'est très dur de faire pousser des choses dessus. Bon. Donc, maintenant, on va vous parler des principaux producteurs primaires. Donc, comme Christian l'a dit, il y a beaucoup d'herbes hautes. Et puis, les herbes hautes vont faire de la photosynthèse pour capter l'énergie du soleil, principalement l'énergie lumineuse. Et puisque, comme on a dit, il y a parfois beaucoup de pluie et parfois presque aucune précipitation, ces herbes sont capables de survivre en ayant accès à peu d'eau ou beaucoup d'eau, dépendamment de la période de l'année. Ensuite, on a aussi des herbes vivaces et des petits arbres et arbustes qui sont surtout plus présents et qui se développent durant la saison humide. Et puis, dépendamment de la saison, l'accès à l'eau est différent, donc les plantes ont dû s'adapter à ça, comme Camille va parler plus tard. Et la couleur du paysage se transforme, donc on passe vraiment du vert au jaune, dépendamment si on est dans la saison humide ou la saison sèche. Donc, on a d'autres principaux producteurs, buissons épineux, herbes hautes, acacées épineux, acacées écorces, etc. Maintenant, pour ce qui est des consommateurs primaires, c'est évidemment des herbivores parce qu'ils vont manger les autotrophes qui sont les plantes. Et tous ces consommateurs primaires vivent généralement en larges troupeaux parce que c'est une manière de se protéger contre les prédateurs. Donc, c'est une protection par solidarité. Vu qu'ils sont en troupeau, la loi du nombre l'emporte. Et puisque ces consommateurs sont des proies pour beaucoup d'animaux, ils ont eu besoin d'avoir des capacités pour fuir et éviter leurs prédateurs. Par exemple, pelage brun rayé pour imiter les herbes, etc. Et en période humide, souvent, ces consommateurs primaires se déplacent vers les cours d'eau pour vraiment être proche des cours d'eau. C'est là que la végétation va être la plus florissante. Donc, exemple, consommateurs primaires, on a des antilopes, des zèbres, phacochères, autruches et gnous. Comme on peut le voir ici, les gnous se tiennent vraiment en grands groupes pour se protéger. Et puis, nos antilopes, on voit vraiment que le pelage est presque la même couleur que le sol et que le paysage. Donc, ils sont moins visibles comme ça. Maintenant, pour les consommateurs secondaires, c'est plutôt des carnivores. En fait, c'est des carnivores qui mangent les consommateurs de premier ordre, donc les herbivores et les ruminants qu'on a vus tout à l'heure. Et habituellement, ils vivent généralement en plus petits groupes parce qu'ils n'ont pas besoin de la protection par solidarité comme les herbivores. Et c'est ça, puis ils vivent en petits groupes, mais quand même, ils ne vivent pas seuls, donc peut-être 3, 4, 5 ensemble. Et puis, c'est ça. Maintenant, on a un petit vidéo qui va vous démontrer comment un consommateur de second ordre est capable
Tu peux changer. Va sur Internet. Là. Ça. Il est déjà ouvert. Ok. Donc, c'est ça. Selon stratégique, le recul par rapport à une situation et le choix d'une option efficace. Chez les prédateurs, la recherche d'efficacité se manifeste évidemment au moment où ils se mettent en quête de nourriture. Ces gnous n'ont quasiment rien à craindre d'un guépard, et le guépard le sait. Mais s'il les regarde ainsi, c'est qu'il a sa chance. S'il a sa chance, c'est qu'il n'est pas seul. Il s'est associé avec son frère. Le guépard, au terme de sa course, a pu déséquilibrer momentanément sa proie. Mais il est déjà épuisé et le gnou en a profité pour se relever. L'autre guépard, lui, n'a pas couru et il a encore toute sa force pour peser sur la croupe de l'herbivore. Le gnou est jeune, mais doit faire quand même une bonne centaine de kilos. C'est le double du poids du félin. Même s'ils sont deux, le rapport de masse lui est encore favorable. Les canines du guépard sont très courtes et pénètrent à peine dans la peau de sa victime. Mais sa mâchoire est parfaitement dessinée pour assurer la prise. Il faut maintenir la préhension à la gorge plusieurs minutes. Comme le gnou ne donne déjà plus signe de résistance, l'un des guépards relâche un moment sa pression sur l'animal. Bien qu'il ait la résistance d'un coureur de fond, le gnou ne se tirera pas de cette situation. Mais on aura compris par ses ruades qu'un guépard seul aurait perdu la partie. Pendant que l'un des félins Donc, on a quelques exemples de consommateurs secondaires. Un léopard, lion et un guépard, comme on vient de voir dans la vidéo. OK, alors, moi, je vais vous parler des adaptations qu'il y a pu avoir. D'abord, les guépards, ils ont des marques le long des yeux puis du museau, comme on peut le voir un peu, puis ça les protège du soleil, donc ils peuvent plus facilement chasser, puis ils voient mieux. Ensuite, ils sont plus légers que leurs ancêtres, puis ce qui font qu'ils sont plus rapides parce que leur poids leur permet de courir plus vite. Puis je sais aussi qu'ils n'ont pas vraiment évolué depuis 200 000 ans. Il y a aussi les graminées à feu qui sont les plantes dans la savane. Ils ont un système de racines qui est très dense puis qui leur permet de repousser assez facilement après un feu de broussailles. Il y a même certaines graines qui ont besoin de feu pour germer. Donc ça, c'est une autre adaptation qu'on peut voir. Puis leur germination est beaucoup plus rapide. Ensuite, il y a aussi le camouflage, on peut voir la coloration des pelages des animaux. C'est déterminé surtout par les gènes, puis c'est un élément qui est très important pour pouvoir se camoufler. On voit le lion, il y a aussi l'impala, puis les zèbres, eux autres, sont rayés, donc on les voit plus facilement, mais pour le guépard, par exemple, ça les rend plus flous parce qu'ils voient moins avec les rayures. Il y a aussi les plantes qui sont adaptées à la sécheresse, donc qui peuvent réguler leur transpiration avec leurs feuilles qui sont plus claires, plus couvertes de poils protecteurs, qui ont des filiformes ou qui sont étroitement pliés ou enroulés. Il y a aussi les arbres et les arbustes qui peuvent, eux autres, réguler leur transpiration avec leur feuillage et supporter les longues périodes de sécheresse sans perdre leurs feuilles. Et les arbres ont aussi une écorce plus épaisse qui leur font résister aux flammes. L'impact de l'activité humaine maintenant sur la savane, il y a la dégradation importante de la végétation, il y a aussi un dérangement d'équilibre de l'eau dans la savane et les ressources du sol, puis tout ça c'est à cause de l'activité humaine. Il y a aussi le pâturage intensif
qui est effectué par les fermiers locaux. Ça provoque une destruction importante de la végétation. Il y a aussi l'érosion qui est de plus en plus importante, puis la savane devient de plus en plus... elle se transforme peu à peu en des terres agricoles. Il y a aussi l'abattage des arbres qui est utilisé pour le bois de chauffe ou d'autres activités qui vont augmenter le niveau de désertification dans la savane. Il y a aussi l'introduction de plantes exotiques comme l'eucalyptus qui peut qui peut avoir des effets négatifs sur les sols comme un taux d'acidité élevé. Il y a aussi le commerce des animaux qui va mettre en péril la survie de certaines espèces comme le guépard, qui est souvent vendu comme animal de compagnie au Moyen-Orient. Et il y a aussi les feux artificiels qui modifient la savane.